Les extraordinaires, ce sont des femmes, des hommes, des inconnus anonymes que vous croisez tous les jours dans votre quotidien. Ils ne font pas la couverture des magazines et pourtant, parce qu'on peut tous faire bouger les lignes et changer les mentalités ensemble pour construire un monde plus humaniste, bienveillant et inclusif, où chacun peut trouver sa place et donner du sens au collectif. Alors, bienvenue dans l'entreprise du 21e siècle. Je m'appelle Loubna Méliane, je suis leader égalité pluralité chez OnePoint. Un sarrasin! Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les Gwyn. Je suis bien d'accord avec la grosse. Elle avance vite, très vite. À 10 mois, ne marche pas, elle court. Et depuis, rien ne semble pouvoir l'arrêter. De Paris à Jakarta, de Singapour à Sydney, Fatou Ndiaye explore le monde comme d'autres écrivent un roman, avec curiosité, courage et conviction. Entrepreneuse, conférencière, exploratrice, elle transforme les obstacles en tremplin, les idées en action et les rêves en réalité. Sa mission, rendre visibles les invisibles, donner aux femmes et aux hommes la force d'oser, de créer, de se réinventer. Parce qu'elle en est convaincue, impossible n'est pas féminin. Bienvenue dans Extraordinaire, à la rencontre d'une femme qui incarne le courage, la curiosité et la puissance de l'audace. Bonjour Fatou. Bonjour ma chère Loubna. Alors, avant d'être une femme d'action, tu as été une petite fille curieuse, rêveuse et déjà habitée par cette envie de comprendre le monde. Quel souvenir justement tu gardes de cette enfance ? J'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais je sais que ma mère me raconte que quand j'ai voulu apprendre à marcher, enfin vers 9-10 mois, je crois 10 mois, et en fait, je me suis mise debout et on me tenait les mains et en fait tout de suite j'ai commencé à courir, je me suis barrée quoi. Tu voulais J'ai déjà pas partir marché, à moi 10 je partais en courant. Voilà, c'est ça exactement. Ah, tu marchais pas, tu courais. Ah moi je courais, j'ai pas le temps, faut y aller. Donc je pense que j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Ma mère, je dis que j'étais très joyeuse à parler avec les gens, mais moi les souvenirs que j'ai quand même des souvenirs où j'étais timide. On dirait pas comme ça. Ouais, non, j'étais pas, je pense jusqu'à 10-12 ans, j'étais plutôt timide. Donc, tu as grandi à Paris dans une famille sénégalaise. Ton papa a traversé l'Afrique à l'âge de 20 ans pour venir en France. Et ta mère fait vivre la sororité au quotidien. Tu nous expliqueras comment. Quel modèle, justement, t'ont le plus marqué entre ce père un peu aventurier et cette mère conteuse qui fait vivre la sororité au sein de la communauté sénégalaise à Paris? Raconte-nous un peu tout ça. C'est drôle parce que je pense que je suis devenue la somme de mes deux parents. Et j'ai grandi avec un père qui finalement a été aventurier, mais quand nous on grandissait, il était plutôt focus sur un sujet, c'était l'éducation. Forcément. Vraiment, sa passion dans la vie, c'était d'être à 16h30 à la sortie de l'école, en train de nous attendre à la table après le goûter pour faire nos devoirs pendant 1h30, 2 heures quoi. Ah, ça rigolait pas, c'était tous les jours. D'ailleurs, pour la petite anecdote, mes parents n'ont jamais étudié, donc mon père ne connaissait pas le concept des consignes. Donc en fait, nous on devait apprendre par cœur et la consigne Non, et l'exercice. Oui. Ah, c'est bon ça. Bah non, c'est horrible. Ah, du coup, c'était de lui expliquer. Mais non, c'est juste la consigne. Non, tu l'apprends aussi. C'est pas grave. C'est drôle. C'est très drôle. Et finalement, ça a payé parce que grâce à lui, j'ai 6 frères et sœurs, on a toutes fait des grandes études, on a toutes fait un master 5, etc. Donc je pense que ce côté éducation, ça a été hyper important. Et je pense qu'aussi cet amour d'éducation m'a donné l'amour des livres. Et donc moi, j'ai eu ce côté aventurière, non pas en regardant mon père, parce que du coup, il voyageait plus quand il arrivait en France, mais plutôt à travers mes lectures, l'histoire d'Ulysse, d'Arthur, Table ronde, Harry Potter, enfin bref, que d'histoires d'aventuriers que j'ai adorées, qui moi m'ont donné vraiment envie de découvrir le monde. Et en parallèle de ça, un samedi par mois, ouais, ma mère faisait des fêtes avec ses copines. Et du coup, nous, on partait avec elle et on allait dans une chambre à rigoler entre filles. Pendant que les mamans, elles étaient toutes en train de danser, mettre de la musique, manger, s'entraider, parler de finances, parler de vrais sujets. Et je pense que ça m'a aussi appris le côté, l'entraide, c'est hyper important. L'entraide entre femmes, c'est aussi super important parce qu'au final, on se comprend. Et quand tu parles de sororité, pour moi, c'est vraiment ça. Je l'ai vu depuis le plus jeune âge et j'ai vu aussi comment ça soutenait ma mère dans sa vie, quoi. Oui, parce qu'au-delà de se comprendre, on vit aussi les mêmes situations. Exactement. Et l'expérience des unes peut être favorable. En tout cas, peut nous montrer un chemin, peut-être pas celui qu'on veut suivre, mais peut-être au moins d'y voir un peu plus clair. Exactement. Et se donner des conseils, parce que je le voyais, des fois, elle parlait de vrais sujets vraiment importants. Et le fait de pouvoir en parler à d'autres femmes sénégalaises aussi immigrées, qui passaient par les mêmes problématiques, je pense que oui, ça aide.
Alors, t'étais plutôt une enfant très indépendante, hein, tu nous l'as dit, hein, à 10 mois, c'est pas tu marchais, tu courais. T'étais plutôt très vive. Penses-tu que cette audace, elle vient un peu de là aussi? Ton audace? C'est une bonne question. Je sais pas d'où vient mon audace. En fait, je ne sais pas, parce que mes parents, eux, ne voulaient pas d'enfants audacieux. Non, il fallait respecter les règles. Exactement. On n'était pas là pour être des rebelles, tout ça, c'est pas mauvaise adresse, quoi. Ouais, Exactement. Fallait s'intégrer et fallait avoir des bonnes notes, etc. Donc, je pense pas que ça vienne de ma famille, mon côté audacieux. Je pense que c'est venu à différents moments. Ouais. Je me rappelle d'une rencontre. En 5e, je vais dans la cour de récréation, il y a cette fille, du coup, qui est habillée en jaune, de la tête aux pieds. Elle a un t-shirt jaune, un pull jaune, un pantalon jaune, des baskets jaunes et des chaussettes jaunes. Et je me rappelle la regarder en me disant, mais quelle audace! Oh, elle a pas honte de ce qu'on va dire d'elle, elle a pas peur, enfin, elle a pas honte et elle a pas peur de ce que les gens vont dire d'elle. Et j'étais impressionnée. Je me suis dit, je vais être sa copine. et c'est devenu ma copine. Elle s'appelle Widad. Et du coup, je suis devenue copine avec Widad et on est encore amis aujourd'hui, 25, 30 ans plus tard, quoi. Et je pense que l'audace, c'est quelque chose de contagieux. En fait, j'ai réussi à apprendre un peu de son audace, juste de son côté, je m'en fiche, et c'est la meilleure de la classe, quoi. Exactement, je m'en fiche, j'ai peur, mais j'y vais, quoi. Donc je pense qu'il y a un peu de ça, et après, à 13 ans, quand j'ai passé une année dans un centre de rééducation. J'allais revenir sur cette expérience. Donc à l'âge de 13 ans, tu te retrouves cloué au lit, hein, pendant quoi, 1 an, c'est ça? 6 mois alité, 6 mois entre fauteuil roulant et un béquille. Et justement, pendant cette période-là, c'est là où tu découvres ta créativité. Et au-delà de découvrir ta créativité, qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de résilience, je pense, cette expérience? Quand on a 13 ans, c'est dur de se retrouver complètement isolé. Qu'est-ce que t'as fait de tout ça, au-delà de beaucoup créer? Tu vas nous raconter, mais... Oui, mais c'est drôle parce que moi, quand j'y repense, tu parles de difficultés, j'étais en train de réfléchir, j'étais là... Non. Est-ce que c'était vraiment dur? Est-ce que dur, c'est le mot? Moi, je me rappelle pas vraiment du côté dur. Je me rappelle d'avoir ma propre chambre pour la première fois de ma vie. Ah, ça, c'est sympa. Et ça, c'était vraiment cool. Vous étiez combien de frères et sœurs? On est 6 frères et sœurs, donc c'était toujours 2-3 par chambre. Et donc là, c'était ma chambre avec mon armoire, mon lit, le rêve. Je me rappelle de découvrir les cordons bleus, parce qu'on mangeait que des plats sénégalais à la maison. Et là, à la cantine. Je suis comme toi, j'ai découvert la nourriture française à la cantine, ça me parle tellement. C'est génial. Ouais, c'est super. Et les épinards, personne les aimait. Moi, c'est trop bon. Ouais, très bien. J'avais adoré. Et bien entendu, toute la partie atelier créatif, les après-midi, après l'école. Donc moi, quand tu me parles de cette année en dehors du cadre, finalement, ce qui me reste, c'est les bons côtés, les bons souvenirs et ce sentiment de liberté. Ouais. Parce que comme je te le disais, j'ai grandi dans une famille avec beaucoup de cadres. Et là, le seul cadre, c'était tout le monde est malade. Et faites du mieux que vous pouvez, soyez heureux. Et t'avais tout un système autour de nous pour nous aider à passer les meilleurs moments possibles. Et c'est pour ça, je pense que j'en ai gardé un excellent souvenir. Et en termes de résilience, je pense pas que je me sois rendu compte de la résilience à ce moment-là. Ça vient après. Exactement. Je pense que tu t'en rends compte après, parce qu'à 13 ans, finalement, tu sais pas grand-chose de la vie, quoi. Donc tu regardes que les bons côtés. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une personnalité très positive. Donc j'ai quand même eu tendance, je pense, à regarder les bons côtés. Donc ce qui me reste, c'est la liberté, mon sens de la liberté et de la créativité. Comment tu décrirais justement en quelques mots cette petite Fatou? Trouillarde. Ah ouais. Ok. Ouais. Avec un accent parisien, il paraît. C'est ce qu'on m'a dit quand je suis rentrée dans le centre de rééducation. Et ouverte à la découverte. Très bonne transition pour la suite. Je te remercie. Donc très vite, tu as besoin d'air, de mouvement. D'ailleurs, le monde est devenu un peu ton terrain de jeu ou ton terrain d'apprentissage. Donc tu choisis justement un cursus qui te permet de partir loin. Qu'est-ce qui t'a poussé à voyager? Vraiment, je pense que c'est mes livres. Je pense que c'est mes lectures qui m'ont donné envie de voyager, qui m'ont donné envie de découvrir tout ce que je découvrais dans les livres. Je me suis dit, mais ça doit exister, donc pourquoi pas pour moi? J'ai envie d'aller le voir. Et étant déjà entre deux cultures, française et sénégalaise, j'ai toujours été très adaptable. Donc moi, j'avais pas cette peur de l'autre ou de l'étranger. Au contraire, c'était quelque chose qui m'attirait et qui m'attire toujours. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand j'ai eu le choix en école de commerce pour partir à l'étranger, entre partir en Grèce, en Écosse, au UK, à Wuhan en Chine ou à Jakarta, j'ai choisi d'aller faire mon échange universitaire
À Jakarta. Alors, justement, tu as vécu sur plusieurs continents, de l'Asie à l'Océanie. Qu'est-ce que ces années à l'étranger t'ont appris? Elles m'ont appris que c'est ok de se planter, de chuter, de redescendre. Parce qu'en fait, quand tu redescends, ça veut dire que tu vas remonter après. Forcément. C'est presque logique, c'est naturel, Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai eu plusieurs échecs dans ma carrière à l'étranger. J'ai passé une dizaine d'années à l'étranger. Et à chaque fois, je me suis relevée, mais je me suis relevée plus haut que comparé à d'où je partais. Et donc ça, c'était un super apprentissage. Tu parlais de résilience. Et là, je l'ai plus, ouais, exactement. Ouais. Là, je l'ai vraiment senti. Ce que j'ai appris aussi, de ce séjour à l'étranger, enfin, de ces 10 ans à l'étranger, c'est le pouvoir de la communauté, de bien s'entourer, trouver les bonnes personnes et avoir un mix entre des personnes qui t'inspirent et qui te donnent envie d'aller encore plus loin et des personnes qui te comprennent et qui, du coup, te permettent de te rassurer et de créer d'avoir un groupe de cheerleaders en quelque sorte qui t'aident. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment resté jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça n'a pas été simple, n'est-ce pas? Tu as connu des situations injustes, parfois difficiles. Comment ces épreuves ont-elles justement nourri ton envie d'agir, pour plus d'équité? Je sais que tu as eu quelques expériences un peu compliquées. Tu veux en parler Oui, je vais en partager quelques-unes. Oui. Par exemple, j'étais à Singapour depuis 4 ans et je suis allée en Malaisie en week-end et en revenant à la douane, ils ont refusé de me laisser rentrer. Hallucinant. En me disant de retourner en Afrique parce qu'on voulait plus de moi à Singapour, alors que je suis née à Paris. Donc bon, l'Afrique, oui, ok, c'est le pays de mes parents. Enfin, mon père pays, c'est un continent. Et c'est vrai que j'ai trouvé quand même. Et j'ai trouvé ça vraiment injuste parce que j'avais un visa, j'avais le droit de rester, mais c'est juste que quelqu'un n'aimait pas mon visage, ma couleur de peau. Et oui, parce que t'étais en règle, hein. Ah, j'étais en règle. J'avais un visa. J'avais un visa pour rester sur place, quoi. Et comment ça doit être difficile à gérer quand on se prend un nom comme ça alors que tout est en règle. Comment toi, tu fais quoi sur le moment? Tu dis quoi? Sur le moment, tu pleures. Tu pleures, mais surtout, moi, je pleurais, je pense, d'incompréhension. Plus que d'injustice, je pleurais d'incompréhension. Je comprenais pas pourquoi cette personne était aussi méchante, pourquoi est-ce qu'elle avait autant de pouvoir finalement sur ma destinée. Et mais après, moi, je suis quelqu'un qui va pleurer pendant 48 heures et après c'est action-réaction, quoi. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant? Quels sont mes choix? Quelles sont mes options? Et à partir de là, je rebondis et je pars. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après derrière? Donc tu retournes, tu retournes où et tu fais quoi? Parce que 2 choix. Oui. Soit je retourne à Paris chez mes parents, choix facile. Soit je continue l'aventure avec un grand A. Ouais. Et j'ai choisi l'aventure, bien entendu. Et j'ai atterri en Australie et j'ai atterri notamment à Melbourne sur le canapé d'une copine qui m'a hébergée pendant 1 mois et demi avant de trouver un taf à Sydney. Et donc quand je suis arrivée à Melbourne, j'avais pas un sou. Donc vraiment c'était la galère. Je comptais chaque dollar dans ma poche. Et le jour où j'ai reçu le poste à Sydney, je me suis dit, c'est bon, sorti de la galère, on est reparti, alors que c'était un poste qui était pas super bien payé. Mais bon. C'était déjà un début. C'était quelque chose. Alors justement, tu dis souvent que l'audace naît du déséquilibre. Est-ce que ces expériences en sont un peu la preuve? Exactement. Et je préfère même dire que l'audace est un muscle. Et en fait, j'ai eu plein de petites expériences avant, donc entre le centre, quand j'ai voulu prendre un prêt bancaire pour aller en école de commerce, on m'a dit non, avec vos noms de famille, on vous donnera jamais un prêt. J'ai eu beaucoup de mal, finalement j'ai eu un prêt. Il m'est arrivé plein de petites galères où c'est l'audace de pousser la porte, de dire non, de dire oui, qui m'a permis à chaque fois de monter toujours plus haut. Et donc pour moi l'audace c'est un muscle, parce que le jour où j'arrive et que je suis virée d'un pays, si j'avais pas ce muscle de l'audace, tu serais rentrée en France. Exactement. Ouais. Et ce serait peut-être pas la même histoire. Exactement. Hein. Je pense que je serais pas assise sur ce beau fauteuil avec toi aujourd'hui. Donc je pense que l'audace est un muscle. Et oui, l'audace, je dis toujours, si tu prends pas assez de risques, tu ne pourras pas muscler ton audace. Et en fait, c'est ce que tu viens de dire par rapport au déséquilibre. Je pense que c'est aussi important c'est important pour chacun et chacune de se mettre en danger, ou en tout cas de prendre des risques limités, modérés, pour muscler son audace régulièrement.
Les femmes, on a un peu de mal à prendre des risques. Hein. Ouais, oui, parce qu'une femme qui prend un risque, si elle échoue, la punition va être très sévère. La sentence va être compliquée. Oui. Exactement, la sentence va... Revenons un peu à ton parcours d'entrepreneuse. Donc, quand tu rentres en France au bout de 10 ans à l'étranger, tu confondes The Great Village, qui est un incubateur basé sur le troc de compétences. C'est hyper audacieux comme idée. Ça t'est venu d'où? C'est une bonne question. Donc j'étais donc ma dernière partie de ma carrière officielle à l'étranger, j'étais chez KPMG. J'étais à la tête d'un département et j'ai fait ça pendant 2 ans et en parallèle, je suis devenue experte aux Nations Unies en blockchain appliquée au commerce international. Et aux Nations Unies, je découvre les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Et donc, ça se termine pas super bien avec KPMG, je plaque tout, je quitte mon appartement de dingue à Sydney et je reviens à Paris. Et j'ai une ancienne amie que je connaissais depuis longtemps qui me dit, mais Fatou, ça me dirait bien de créer une boîte avec toi. Et je lui dis, avec grand plaisir, à une condition, c'est qu'on crée une boîte qui permet d'atteindre les 17 ODD. Ok, c'est beaucoup, hein. Voilà. Il y en a, ils font 2, 3 ODD, mais là, toi, non, moi, je veux tout, les 17. Voilà, je me dis, quitte à créer quelque chose, je veux mettre toutes mes compétences, mon réseau, tout ce que j'ai, je veux le mettre à destination de ces 17 ODD. À ce moment-là, on était en 2018. Okay. Les ODD doivent être faits avant 2030. Donc, on se dit, large, on va y arriver. Là, si en plus nous on se met en marche, enfin voilà, on va changer le monde. Tout simplement. Ah bah, bien sûr, mais il faut y aller, voilà. T'as raison. Et mon associé me dit, excellente idée. Par contre, faudrait qu'on ait un projet qui permette à chacun et chacune de pouvoir rentrer dans l'aventure et qu'il n'y ait pas de critères d'entrée habituels à l'entrepreneuriat, qui est souvent l'argent. On dit toujours, pour être entrepreneur, faut avoir fait des grandes études ou avoir de l'argent. Nous, on pense que non. Nous, on pense que pour devenir entrepreneur, faut avoir une raison. Et un réseau. Un why, et un réseau, et des compétences. Mais ça, on a tous et toutes. Donc ça, c'est facile. Et donc, c'est comme ça qu'on crée ce concept de c'est comme ça qu'on crée ce concept d'incubateur qui aide des startups qui veulent atteindre un des 17 ODD à avoir accès à des compétences et des ressources nécessaires pour lancer et développer leur boîte. En fait, c'est tout simple comme idée. C'est génial. Mais oui. Et ça a duré longtemps en plus. Hein. Ça a duré 4 ans. On a troqué plus de 5 millions d'euros. C'est ça. On est devenu incubateur pour la French Tech. On a eu peut-être 300 entrepreneurs qu'on a coachés. On a développé une méthodologie autour du troc. On l'a professionnalisé. On est devenu une coopérative. Donc, on a créé une SIC. Donc, c'est un modèle d'entreprise que personne ne connaît, mais qui est basé sur, du coup, le vrai partage du pouvoir et donc aussi des ressources. Voilà. Et alors justement, cette aventure, qu'est-ce que ça t'a appris sur la collaboration et la solidarité entre entrepreneurs? Je vais y arriver. Ça m'a appris déjà que l'humain est gentil et généreux à la base. Parce qu'au final, on s'est retrouvé à troquer avec des profils complètement différents du DRH de Total à la personne qui est en charge du Novotel Times Square. Non, pas tout le monde. Ah. Mais ceux qui jouaient le jeu, finalement, étaient ceux qui nous étonnaient le plus. On s'y attendait pas. On disait, oui, avec plaisir, on vous aide, et nous on leur demandait à chaque fois, c'est quoi votre rêve? Et en fait, on partait toujours de votre rêve, on essaie de le réaliser, en échange, voilà ce dont on a besoin. Et donc, ça a créé un réel réseau et une vraie communauté d'entraide où, des fois, on recevait des messages où on voyait sur Instagram, un tel et un tel ont troqué. Génial. Et alors c'est génial. T'as un troc un peu qui t'a marqué, que tu voudrais nous partager, une belle rencontre que t'aurais jamais imaginé possible. Plutôt que de te raconter ça, je vais te raconter le plus gros troc au sens large qu'on ait fait. Vas-y. On est parti avec 10 entrepreneuses à New York sans argent. Donc, on a troqué une semaine à New York. Ok. Et ça, on peut faire ça. Comme ça, c'est possible. Mais c'est génial. Du billet d'avion, aux hôtels, aux appartes, à la bouffe. On a troqué. Donc, avant de partir, on a demandé à nos entrepreneurs de nous filer des cadeaux à offrir quand on serait à New York pour pouvoir faire des trocs. Et donc, on a une qui avait une boîte d'huile d'argan, qui nous a fait l'huile d'argan, l'autre qui faisait le savon de Marseille. Bref, on est parti avec notre petite malle avec plein de trucs à troquer. Et je me rappelle d'être devant ce stand de hot dog sur la 5e avenue et de dire au mec, on peut avoir 2 hot dogs en échange, on vous file de l'huile d'argan. Et son visage s'est illuminé. C'est marrant. Parce qu'en fait, il a dit, mais j'adore l'huile d'argan et en fait, c'est impossible d'en trouver à New York. Et c'est pas donné l'huile d'argan. Et c'est pas donné. Et donc lui, il était là, mais quel de hot dog, vous revenez tous les jours si vous voulez, c'est free flow de hot dog pour vous, quoi. C'est génial. Et ça m'a appris une chose, c'est qu'au final, la valeur des choses est dans l'œil de la personne qui reçoit.
Complètement. Parce que pour nous, on avait plein de petites bouteilles d'huile d'argan. Donc Oui, en fait, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. On avait plein de petites bouteilles d'huile d'argan et donc la valeur, elle était modérée. Mais pour lui, qui en avait très peu, la valeur était énorme. Et ça m'a appris ça sur le système dans lequel on vit. On vit dans un monde finalement où c'est celui qui donne qui met la valeur, alors qu'en fait la valeur devrait être dans la personne qui reçoit. Oui. Et donc 1 heure avec ton temps, par exemple, pour moi, a énormément de valeur. Et toi, tu te diras, bah non, mais 1 heure, c'est 1 heure, en fait, on s'en fout. Bah non, parce que ce qu'on va échanger pendant cette heure aura énormément de valeur pour moi. Alors après cette aventure, tu lances The Wonder, qui est une communauté de femmes leaders et entrepreneuses. Pourquoi c'était important pour toi de créer un espace justement dédié aux femmes? Parce qu'elles troquent moins. D'accord, pour moi c'est clair. Parce que je me suis rendu compte avec Great Village que les femmes troquaient moins. Donc je me suis posé la question, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elles avaient moins à troquer? Est-ce que c'est parce qu'elles voulaient pas troquer? Ou est-ce que c'est parce qu'elles osaient pas troquer des choses aussi grosses que les hommes? Et donc c'était la réponse numéro 3. Donc c'est comme ça que je me suis dit, et si je travaillais sur l'audace des femmes? Et si j'aidais les femmes à développer leur audace? Et tout est parti pendant le Covid, j'ai créé un groupe WhatsApp. J'ai invité une dizaine de femmes. Et tous les jours, je leur lançais un défi. Ok. Quel type de défi, par exemple? Mais il y avait de tout. Il y avait du se doucher à l'eau glaciale ce matin-là, à envoyer un message sur LinkedIn à quelqu'un qui t'inspire, à sortir en pyjama chercher son croissant. Et en fait, chaque défi travaillait sur des peurs différentes. Ok. La peur d'être jugé, ouais. La peur qu'on te dise non, bref. À chaque fois, je travaillais sur une peur différente. Et donc, du coup, il y a les choses pour toi, c'est hyper facile. Par exemple, te doucher à l'eau froide, tu le fais tous les matins. Donc ça, tu te diras, bon, ça, I got this. Oui, mais aller accoster quelqu'un sur LinkedIn, c'est peut-être plus compliqué. Exactement, c'est plus challenging. Et en fait, j'ai fait ça pendant 52 jours. Et au bout de 52 jours, les femmes m'ont dit, mais on a changé notre personnalité. Aujourd'hui, on ose plus parce qu'on a musclé notre audace. On en revient toujours à l'audace. Dans tes projets, on sent toujours cette volonté de faire ensemble, de mettre le collectif au centre. Elle te vient où cette vision du leadership? Mon père, quand on était petite avec mes sœurs, on était obligés de partir aux anniversaires des unes et des autres, enfin des copines des unes et des autres avec elles. Donc ma grande sœur me traînait aux anniversaires de ses copines. Et quand ma sœur disait, mais elle est pas invitée, elle, hein. C'est ce que j'allais te dire. Normal. Mon père répondait, l'union fait la force. Ouais. Il nous a dit ça toute notre jeunesse. Et je pense que sur le coup, moi, je suis trop contente d'aller à l'anniversaire, même si ça dérangeait ma sœur. Mais surtout, ce qui m'est resté, c'est qu'en fait, ensemble, on est plus fort. C'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai toujours adoré, moi, faire des projets en collectif. J'ai créé, je sais pas, peut-être 10 réseaux dans ma vie à travers le monde. À chaque fois, j'essaie de trouver des moyens où c'est win-win. Si le collectif gagne, en fait, tout le monde individuellement a gagné et vice-versa. Un pour tous, tous pour un. Enfin, moi, j'y crois vraiment à ces valeurs-là. Et je pense qu'en fait, c'est l'humain. Pour survivre, on doit être en tribu. C'est la base. Aujourd'hui, à travers Equity Nation, tu accompagnes justement les entreprises sur la diversité et l'inclusion. Quelles sont, selon toi, les erreurs les plus fréquentes qu'elles commettent parfois sur ces sujets? Avec un peu d'expérience maintenant et de recul, est-ce que tu as remarqué peut-être des choses qui sont assez fréquentes et qui reviennent comme erreurs sur ces sujets de diversité et d'inclusion? Oui, tout à fait. Je pense que l'une des erreurs principales que je vois, c'est de voir la diversité au singulier plutôt que de voir les diversités au pluriel. Et notamment, je travaille beaucoup avec des marques de mode et je leur dis toujours, en fait, de quelle diversité vous parlez? Est-ce que vous parlez de la diversité ethnique et culturelle? Est-ce que vous parlez de la diversité de genre? Est-ce que vous parlez de la diversité corporelle? Notamment pour des produits vestimentaires, est-ce qu'on parle de taille 32 ou 56? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de diversité? Donc, d'abord, vraiment choisir une ligne sur laquelle on a envie de se focus, ou deux, pas plus. Ça, c'est la deuxième erreur, de vouloir travailler aussi sur trop de sujets en même temps. Donc, on définit sur quel sujet on a envie de travailler, et deux, on définit comment est-ce qu'on veut travailler ce sujet-là. Et aller chercher, bien entendu, des experts qui peuvent aider à apporter de la valeur, des compétences, des connaissances. Et je pense que si les entreprises travaillent sur ces 3 axes-là, déjà, on est bien parti. Et à l'inverse, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise inclusive pour toi? J'ai plus envie de dire une entreprise où on se sent appartenir. Ouais. Parce que
En anglais, on dit diversity, equity, inclusion and belonging. Donc, diversité, équité, inclusion et appartenance. Diversité, c'est d'avoir des personnes différentes. Mais bon, on est 8 milliards de personnes différentes. On est forcément un peu, voilà, différents. le D, il est acté. Inclusion, c'est de les inviter. Ensuite, équité, c'est de comprendre les différences de chacun et de chacune et d'avoir des traitements qui vont être différenciés, à la différence de l'égalité où c'est pas pareil. Exactement, le traitement va être le même. Et l'appartenance, c'est quand les personnes qui sont dans les minorités se sentent appartenir assez pour avoir une voix et la prendre. Et pour moi, le travail, il est plus comment est-ce qu'on crée une entreprise qui est équitable et où les personnes minoritaires se sentent appartenir et sentent qu'elles ont un pouvoir, en fait, dans l'entreprise. Tu parles souvent de passer du discours à l'action dans le monde de l'entreprise. Comment on fait concrètement pour que les valeurs deviennent des pratiques? Ça, c'est un vrai sujet. Ah, ça, c'est un vrai sujet. J'ai envie de dire, c'est le cœur même. C'est ça, l'engagement des collaborateurs et des collaboratrices. Comment on fait pour embarquer tout le monde? Moi, je pense que ça marche si c'est top-down et bottom-up en même temps. Je suis d'accord. Top-down, c'est la partie exemplarité. C'est la partie exemplarité, rôle modèle. On est vraiment engagé sur ces sujets et on met en place de l'investissement, on met des budgets, on met des programmes. Donc ça, c'est le top-down. Et le bottom-up, c'est de demander aux collaborateurs et collaboratrices qu'est-ce que vous voulez faire, vous, pour faire avancer ce sujet. Donc c'est vraiment aussi responsabiliser les personnes dans l'entreprise en leur montrant que c'est elles et eux qui vont créer la culture. Parce que finalement, cette histoire d'appropriation. Exactement, s'approprier vraiment les valeurs de l'entreprise, mais aussi ça passe par du casting, parce qu'il y a des personnes qui finalement ne représentent pas la culture et les valeurs. Donc ces personnes-là, je suis désolée, mais faut partir. Et celles qui restent, c'est radical. Si elles veulent pas, si elles sont pas dans les valeurs, on est à contre-courant, donc en fait on va se fatiguer. Tandis que les personnes qui veulent vraiment agir, on leur donne des responsabilités, on leur donne des budgets. Parce que l'argent, c'est quand même assez important pour faire changer les choses. On leur donne des budgets et pour moi, c'est comme ça que la culture va changer. Forcément de l'argent? Bah oui. Oui. Radical. Pour mettre en place des choses, il faut de l'argent. Ouais, c'est pas faux. Et ça peut passer par différentes choses. Okay. Tu vois, par exemple, moi j'aime bien dire, toutes les boîtes devraient avoir des protections menstruelles dans leurs toilettes. On en a. Et ça, j'adore. Mais ça a demandé d'avoir un budget qui a été validé. Je confirme. Et ben voilà, donc il fallait de l'argent. Et par exemple, il y a d'autres actions où faut mettre en place des incentives. Alors qu'est-ce que tu appelles des bonus, pardon. Okay. Qui vont être dans le cadre de ta mission, plus un bonus si tu arrives à faire ci et ça. Avec un peu de bonus en plus financier qui permet d'avoir la carotte pour passer à l'action, ça aide aussi à transformer les cultures plus vite. Alors, tu te définis comme Chief Audacity Officer. C'est à la fois intriguant et assez inspirant. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Tu sais, on a un CFO qui s'occupe de tout ce qui est finance, on a un CHO qui est le Chief Happiness Officer qui est là pour mettre de l'ambiance et que tout le monde se sente heureux dans l'entreprise. Et la Chief Audacity Officer, elle est là pour mettre de l'audace dans les rangs, de l'audace chez les collaborateurs et les collaboratrices, aider à développer une audace managériale, à savoir comment je coach les personnes de mon équipe à développer également leur audace. Pour moi, l'audace, c'est vraiment la clé pour transformer l'entreprise. Parce que si tu mets en place des règles... C'est ta colonne vertébrale. Ah oui, ça c'est la base. Si on met en place des règles, que je comprends, que je connais, mais j'ose pas passer à l'action parce que j'ai peur du jugement, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, en fait, les choses ne changent pas. Par contre, si tu as musclé ton audace, et que je te dis, alors là, nouvelle mission, on va faire ça, on a besoin de toi sur ça, si t'as déjà un peu d'audace, tu dis, ok, je prends le truc et je cours, j'y vais. C'est quoi ta plus grande audace? Celle dont t'es la plus fière? Oh, c'est une bonne question. S'il y en a une, il peut y en avoir plusieurs, mais... Non, mais je sais quelle sera ma prochaine plus grosse audace. Ah, vas-y, on en parle. Vas-y. Parce que du coup, ça demande... Parce que je dis toujours que l'audace, c'est pas de la folie. C'est pas, il y a un côté réfléchi dans l'audace. Et j'aime bien parler d'audace consciente. C'est une audace qui est pas juste individuelle, arrogante, me, myself and I. C'est plutôt une audace qui permet de transformer les choses, de transformer la société, sa boîte, son couple. C'est une audace qui est aussi plus grand que soi. Donc moi, ma prochaine audace, c'est de devenir une artiste.
Ah là là. Je vous le dis en avant-première. Hein. Mais du coup, ça me demande voilà un peu de prépa Et quel type d'artiste? Parce que t'as déjà une petite carrière un peu de mannequin, t'as fait de la télé, à travers cette émission, les nouveaux explorateurs autour de la mode et de l'artisanat. Quand tu dis artiste, le théâtre? La comédie? Non, je pense que je serais plutôt dans les arts plastiques. J'adore un mix de textile, céramique, du dessin, bref. J'ai pas de limite, mais il faut que ce soit des choses qui soient manuelles. Et ça, l'objectif, parce qu'il y a quand même un but, en effet, je crois que tu commences à me connaître, je ne fais pas de l'art pour de l'art. Non. J'aimerais bien mettre en avant les reines d'Afrique oubliées. C'est génial, j'adore l'idée. Merci. Ah, parce que du coup, je pense qu'il faut montrer une facette de l'Afrique. Ouais, exactement. On est 54 pays en Afrique. On a 54 histoires différentes, des femmes incroyables qui sont passées à travers l'histoire. Et je pense qu'on parle pas assez de ces personnes. On parle que de l'Afrique avec un côté très misérabiliste et on ne rend pas compte du pouvoir. Et je pense que quand t'es né en France de parents africains, t'as besoin d'avoir ces rôles modèles. Exactement. Pour être fier de quitter aussi, quoi. Il y avait une très belle exposition il y a longtemps maintenant à l'Institut du monde arabe autour des divas, de ces femmes égyptiennes, libanaises, qui étaient des entrepreneuses dans les années 20, de grandes artistes. Et c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir aussi voir des femmes qui nous ressemblent un peu. Même si j'aime beaucoup Simone Veil, même si je suis très attachée à l'histoire de la France et l'histoire de ces femmes, ces héroïnes, je trouve que c'est important pour cette génération de savoir d'où elle vient et d'avoir ces modèles-là. C'est une très belle initiative. Merci. Les entreprises que tu accompagnes, dans les entreprises que tu accompagnes, qu'est-ce qui t'impressionne le plus quand les gens osent? Qu'est-ce qui m'impressionne le plus? Quand les gens osent. En tout cas, tu t'es dit, ah ouais, c'est courageux. Je pensais pas que vous pouvez aller aussi loin. Ou pas, hein, on a le droit de l'enlever, la question, si elle te va pas. Non, mais j'aime bien la question. Et en fait, ce qui m'impressionne le plus, c'est quand quelqu'un qui me dit « Ah non, mais moi, j'oserais jamais, ose ». C'est surtout ça qui m'impressionne. C'est quand on passe de « Ah non, mais c'est impossible ». Là, vraiment, c'est impossible. Ah non, mais je l'ai fait. Et les lumières, comment on appelle ça, leurs yeux scintillent. Et tu retrouves leur âme d'enfant. Et je l'ai vu récemment, j'ai coaché les top 50 leaders de LCL. Et l'un d'eux me disait son rêve et me disait j'aimerais bien oser ça. Et rien que d'en parler, rien que de penser qu'il pouvait oser, tu voyais déjà ses yeux scintiller et son regard d'enfant. Et je me suis dit, il va le faire, je sais qu'il va le faire. Et il sera tellement fier de lui de l'autre côté. Et c'est pour ça que j'ai envie d'impulser cette audace, parce que ça transforme vraiment l'intérieur des gens. Et quand ton intérieur est transformé, ton extérieur le sera aussi. L'audace, tu le disais, c'est aussi une compétence professionnelle, celle d'innover, de se réinventer, d'agir différemment. Tu penses qu'on peut la cultiver collectivement dans une organisation? Je pense qu'on doit la cultiver collectivement. Je pense que c'est hyper important. L'audace, c'est quelque chose qui va être collectif, parce que tu peux pas oser tout seul. Non. Tu vas toujours oser face à quelqu'un qui va te regarder, qui va te juger, qui va t'accompagner. Donc c'est quelque chose qui est collectif, et tu le vois quand un manager est audacieux. Du coup, il arrive à le transmettre à ses équipes qui, elles, vont devenir audacieuses, qui vont le transmettre à l'équipe d'après et à côté, etc. Donc pour moi, l'audace, c'est quelque chose qui est collectif et c'est quelque chose qui est contagieux et qui doit se développer en collectif. À travers tes projets, tes podcasts, tes conférences, tu t'inspires beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre avant tout? C'était partout, mais il y a peut-être un petit fil conducteur à tout ça. Ok, d'accord. Si vous n'aviez pas compris, voilà, c'est ça. Si vous manquez une dernière, oser et l'audace. Ouais, je pense que c'est le fil rouge et de ma vie, et de ma carrière, et de mes projets. Ouais. C'est mon why, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, Brené Brown, elle a la vulnérabilité, et Fatou, elle a l'audace, quoi. Et toi, Fatou, de quoi t'es la plus fière aujourd'hui? Je suis fière d'être là. D'être arrivée jusqu'ici. Parce que t'es une jeune femme, t'as quel âge? J'ai 36 ans. Oui, t'es une jeune femme encore à 36 ans, ouais. Non, je suis fière de mon parcours, je suis fière de mes réussites, je suis fière de mes échecs. J'ai zéro regret. Je ne changerai rien.
ni les hauts ni les bas. Et je suis fière des personnes qui sont autour de moi aujourd'hui. Et je suis fière de l'impact que j'ai dans la vie des gens. En tout cas, merci pour cette conversation lumineuse et joyeuse. Belle continuation, et puis je pense qu'on aura très vite des nouvelles de toi, très bientôt, je crois, avec ce nouveau projet autour de l'art. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci.